Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Clôture de la 123e édition du Magal de Touba. Lors de la cérémonie officielle, le Khalife général des Mourides a invité opposition et pouvoir à dialoguer par la voix de son porte-parole. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké prône une discussion saine pour l'intérêt du pays. Le Magal de Touba entaché par des séries d'accidents, 54 morts, 574 blessés, c'est le bilan provisoire des drames qui affectent certains chauffeurs. Leur réaction dans ce journal. En sport éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018, la deuxième journée rejouée ce vendredi 10 novembre. L'Afrique du Sud reçoit le Sénégal. Un match décisif pour les Lions qui, en cas de victoire, pourront se qualifier. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Le grand Magal de Touba a vécu la cérémonie officielle, a eu lieu en présence des dignitaires mourides, des délégations des autres familles religieuses, des représentants de l'État et du corps diplomatique. Par la voix de son porte-parole, le Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a invité opposition et pouvoir à dialoguer. Le Khalife général des Mourides prône une discussion saine pour l'intérêt du pays. On va y revenir avec notre correspondant Mamadou Makhtar Sarr. Le Magal de Touba 2017 marqué par des séries d'accidents, 54 morts, un bilan provisoire, une situation déplorée par certains Sénégalais, en particulier les chauffeurs trouvés à Pékin. C'est un reportage de Rokhaya Ndoura. Le Magal, encore marqué par une série d'accidents mortels, 54 morts, un bilan provisoire que déplorent déjà ces chauffeurs trouvés à Buntu Pikine. En même temps, les routes sont étroites. En plus, les chauffeurs sont parfois... Ils ne veulent pas se reposer. En période de Magal, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays, on diminue les prix du transport. Parce que même en Europe, les accidents sont parfois causés par les chauffeurs et l'état de la voiture. Le comportement de certains chauffeurs auront des causes de ces drames selon Mamadou Lamine Sané, mécanicien. Les accidents peuvent être évités. Une voiture qui n'est pas en bon état ne doit pas quitter Diamniadio pour aller jusqu'à Touba. On doit faire des entretiens périodiques pour chaque voiture et les chauffeurs doivent revoir également leur comportement sur la route. Comme solution, nos interlocuteurs demandent à l'État de prendre des dispositions particulières pour veiller sur la sécurité des pèlerins. L'État doit revoir l'état de la route pour qu'il n'y ait plus d'accidents. L'État doit trier les voitures qui doivent aller à Touba ou pas. Une voiture peut avoir une belle carrosserie. Or, ses organes sont vieux. On doit revoir le comportement des chauffeurs. Ils doivent être corrects devant le volant et sur la route. Le Magal de Touba, encore endeuillé par les victimes de nombreux accidents, le bilan est lourd et les sanctions encore légères aux yeux de certains Sénégalais pourraient expliquer le mauvais comportement des chauffeurs et l'indiscipline citée parmi les causes de ces drames. Problématique de l'eau à Touba, Maître Madické Niang fait porter le chapeau au président Macky Sall. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie affirme que le chef de l'État manque de vision et que la cité religieuse a besoin de branchements hydrauliques de dernière génération. Nous l'écoutons. Ce problème d'eau, on ne le prend pas avec beaucoup de sérieux. Les gens pensent aujourd'hui l'eau de Touba, il suffit simplement de mettre un forage de plus pour régler le problème d'eau. Alors que c'est un problème global qu'il faut solutionner. D'abord, il faut régler le problème du réseau interne, le réseau de distribution.
Parce que beaucoup d'eau, un pourcentage qui peut se chiffrer à 30%, se retrouve dans la nature. Pourquoi? Parce que le réseau est agressé par beaucoup de branchements clandestins. Une fois de plus, nous avions une vision qui aurait pu permettre de régler définitivement le problème de l'eau. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi ce programme qui a fait l'objet d'une étude sérieuse, n'a pas pu être exécuté par le gouvernement en place. C'est pourquoi il y a énormément de problèmes d'eau. Et ce problème se retrouve tout juste autour de la mosquée. Je ne parle pas des quartiers éloignés. Dans les quartiers éloignés, la situation est beaucoup plus difficile. Il est temps qu'une solution appropriée puisse être apportée pour qu'on puisse régler définitivement le problème de l'eau. Il y a une étude que nous avions faite en tant que rassemblement des Mourides. Il suffit simplement d'aller à Touba Bobo. Touba Bobo, c'est 40-50 km de Touba. Il y a la meilleure eau. C'est là-bas où on a la source Aïnou. Il faut aller là-bas, mettre une batterie de 10 forages, reprendre le réseau interne de Touba pour pouvoir obtenir la possibilité pendant plus de 50 ans. Je dis 50 ans, l'étude est faite pour une population de 5 millions d'habitants avoir assez d'eau pendant plus de 50 ans. Ce problème n'a pas été réglé jusqu'à présent. Les gens préfèrent apporter des solutions en faisant un forage, en faisant des réparations, alors qu'il faut reprendre le réseau interne, mettre en place un système de branchement qui répond à des normes. Il faut que les gens soient disciplinés. Parlons de toute autre chose à présent. La crise humanitaire au Yémen et le blocus imposé par l'Arabie Saoudite, une situation fortement dénoncée selon l'ancien ministre des Affaires religieuses Mamadou Bamba Ndiaye. Le président américain Donald Trump est le seul responsable du blocus et cela peut coûter cher à l'Arabie Saoudite. Mamadou Bamba Ndiaye que nous écoutons au micro de Mamou Gassama. L'Arabie Saoudite et le Yémen sont en guerre, on peut le dire ainsi. Encore que si on remonte un peu en arrière, on verra que c'était d'abord une guerre yéméno-yéménite, puisque ce sont les Yéménites qui avaient décidé de débarquer un de leurs présidents. Alors l'Arabie Saoudite tente maintenant de le rétablir dans ses droits. C'est dans cette tentative qu'il y a eu tous ces problèmes-là. Des missiles balistiques ont été tirés à partir du Yémen vers le territoire Arabie Saoudite et capté heureusement du côté de Riyad. C'est ça qui les a amenés, disent-ils, à décider du blocus. Et tout ceci est décidé à la suite de la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite. Et derrière tout cela, Donald Trump est en train d'encourager le prince Mohammed dans ce qu'il fait, dans cette voie. Donc ça montre clairement que ce n'est pas un plan saoudien, mais c'est un plan, je dis, américano-saoudien qui est en train de s'exécuter. Mais le danger, c'est que l'Arabie Saoudite n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui renferme les lieux saints de l'islam, un pays qui est cher à tous les musulmans. Ce qui veut dire que si on touche à l'Arabie Saoudite, on touche au cœur de l'islam même. Quand on fait un blocus contre un pays, c'est tout le peuple qui en souffre. Alors que les guerres conventionnelles, on les mène contre les armées, contre les militaires, mais pas contre les populations civiles. Les Houthis ont compris effectivement qu'il faut délocaliser justement la guerre qui se passe depuis quelques années dans le Yémen. Il faudrait porter le combat vers l'Arabie Saoudite. Je crois que les tirs de missiles dont on a parlé n'ont pas un autre sens. C'est une guerre qui pourrait, si elle s'intensifie, coûter très très cher à l'Arabie Saoudite. La crise au Yémen, on en reparle dans la page internationale qui s'installe maintenant. Dans ce 20h, elle nous mène également en Turquie avec cette vaste opération anti-État islamique à Ankara. C'est une synthèse de Abdou Khoudous Diallo.
Près de 7 millions de Yéménistes sont au bord de la famine, presque 1 million de malades de choléra, selon des ONG qui se sont insurgés contre le blocus de la coalition arabe. Une situation catastrophique au Yémen face à laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé l'Arabie Saoudite à lever le blocus imposé depuis le début de la semaine au pays. Une alerte lancée par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'organisation. Cela pour la réouverture des ports, des aéroports et des accès routiers. Ces rencontres bilatérales entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois ont porté sur des échanges commerciaux, des accords qui s'élèvent à 253 milliards de dollars selon le ministre du Commerce chinois. À cela s'ajoute une vingtaine de contrats, notamment sur le secteur pétrolier. Les discours des deux leaders s'accordent sur une coopération globale. Le président américain veut croire que ces ententes économiques vont changer la donne. Terminons par cette vaste opération qui a permis d'arrêter une centaine de personnes présumées du groupe État islamique à Ankara. En plus du matériel et des documents saisis par les policiers mobilisés pour cette opération. Depuis l'attentat contre la discothèque Rayna à Istanbul le 1er janvier, les autorités turques veulent détruire les réseaux djihadistes implantés dans le pays. En sport, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Sénégal rejoue ce vendredi la deuxième journée contre l'Afrique du Sud à Polokwane. Enjeu de cette rencontre avec Nafia Marfal. Les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas. Sénégalais et Sud-Africains ne diront pas le contraire. En 15 ans, ils se sont rencontrés 8 fois. Bilan, 3 victoires pour les Lions, 2 pour les Bafana Bafana et 3 matchs nuls. Pourtant, la rencontre de ce vendredi ne ressemble en rien au précédent. On pourrait parler de revanche car c'est un match à rejouer. L'on se rappelle tous de ce penalty imaginaire du 12 novembre 2016. Les Lions devront gagner de la manière la plus claire possible pour faire taire la polémique suite à la décision du TAS de la FIFA. S'y ajoute que le Sénégal est leader avec 8 points et l'Afrique du Sud lanterne rouge avec 4 points. La pression devrait être du côté des garçons qui ont fait un rappel des troupes. Même leur milieu de terrain de 33 ans, Chibalala, est convoqué. Russie 2018 et Stuart Baxter y croit toujours. Il a réussi lors de la 5e journée à démonter l'équipe du Burkina Faso. Sur un score surprenant, 3-1, nul doute qu'il voudra faire de même avec le Sénégal. Mais pour ce vendredi, c'est le match de la qualification pour les Lions avec une victoire à Polokwane et un match à jouer le 14 novembre à Dakar. Les Lions auront la parfaite occasion d'accomplir le souhait ardent de tous les Sénégalais, une deuxième qualification en Coupe du Monde après 2002. Ce match est d'une importance capitale. Pour les Sud-Africains, perdre serait une humiliation alors que la chance est à saisir et pour les Lions, le mot perdre ne se trouve plus dans le dictionnaire sénégalais. Nafia Marfal, on en vient à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir, parlons du sommet Union africaine-Union européenne. Jeune Afrique en parle et titre Sahara marocain, la bataille d'Abidjan. Peut-on concevoir un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne sans la participation de l'un des partenaires majeurs de l'Europe sur le continent africain, mais avec celle d'une république dont ni l'Union européenne ni l'Organisation des Nations Unies ne reconnaissent l'existence, s'interroge le site. Et nos confrères décrivent qu'à moins d'un mois de la tenue à Abidjan les 29 et 30 novembre du 5e sommet Union africaine-Union européenne, la question se pose pourtant à rappeler qu'à l'origine de ces véritables casse-têtes pour le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, hôte de cette rencontre, le changement d'appellation du sommet. Depuis la première d'entre elles au Caire en 2000, ces réunions de chefs d'État avaient pour intitulé Sommet Afrique-Union européenne, ni
participer pas que des gouvernements internationalement reconnus, ce qui de facto en excluait la République arabe sahraoui démocratique. Mais depuis que le Maroc a intégré l'Union africaine le 30 janvier 2017, la formulation a changé. Rien en principe ne s'oppose désormais à l'appellation sommet Union africaine, Union européenne actée par les Européens. Cette modification, somme toute logique, a un effet collatéral non négligeable, le grain de sable qui va bloquer la mécanique. Membre de l'Union africaine, la République arabe sahraoui démocratique peut désormais participer. Frontière mauritano-algérienne, IZF parle d'accord sur l'ouverture d'un point de passage. À en croire nos confrères ivoiriens, les ministres mauritaniens et algériens de l'Intérieur ont signé un accord pour l'ouverture d'un point de passage à leurs frontières communes. Le premier depuis l'indépendance respective, rapporte l'agence officielle mauritanienne AMI. Il précise également que l'accord a été signé par le ministre mauritanien Amadou Ould Abdallah et son homologue algérien Nourdine Boudoui lors d'une visite de ce dernier à Nouakchott qui s'est achevée mercredi soir selon la même source. Restons toujours avec le site ivoirien qui nous mène également en Égypte et renseigne qu'Amnesty dénonce un projet de loi criminalisant l'homosexualité. Poursuivant, le site souligne que le projet de loi criminalisant l'homosexualité en Égypte est profondément discriminatoire et constitue un revers pour les droits de l'homme, a affirmé jeudi Amnesty International dans un communiqué. Actuellement, le droit égyptien ne pénalise pas l'homosexualité en tant que telle, mais les tribunaux utilisent les incriminations de débauche ou de prostitution pour condamner les homosexuels. À retenir qu'en octobre, plusieurs députés égyptiens ont proposé un texte prévoyant des peines de prison pour les personnes de même sexe ayant eu des relations sexuelles dans les lieux publics comme privés. Les peines vont d'1 à 3 ans d'emprisonnement selon le projet de loi. Les accusés de récidive jusqu'à 5 ans de prison. Et si on se disait la vérité, l'honneur de la justice malienne est en jeu, s'exclame Maliweb de son côté. Terminons pour parler de l'heureux à Ansomanaya avec africaguinée.com qui annonce la mort de 2 enfants dans un incendie. C'est l'horreur et la consternation dans ce quartier. Un court-circuit a tué les 2 enfants au petit matin de ce jeudi dans ce quartier de la préfecture du Breka, a appris africaguinée.com. Les 2 enfants seraient âgés de 9 et 11 ans. Ils ont eu moins de chance que les autres occupants de la maison. Ils ont été complètement calcinés par le feu provoqué par le court-circuit. Leurs corps sont méconnaissables. Les autorités locales ont fait le déplacement pour constater les dégâts sur les lieux. Les habitants sont partagés entre la colère et la consternation. On pointe du doigt accusateur sur la société électricité de Guinée. Africa-Guinée, avec la complicité de Boubacar Loudaba, promet d'y revenir plus amplement. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site walfenet.com. Excellente soirée à tous.